Allons-y. Donc, merci beaucoup Flavien pour cet événement combiné. Je m'appelle Charbel Raphaël Séjury, directeur exécutif du Centre pour la sécurité de l'IA. Et grosso modo, on donne un cours à l'ENS et au master MVA de l'ENS Paris-Saclay sur les IA, la sécurité des IA à usage général. C'est peut-être le seul cours en France, voire en Union européenne sur la question. En tout cas, je pense que c'était le premier. Et voilà, donc voici une petite présentation introductrice qui s'intitule « Les mesures actuelles de sécurité de l'IA sont-elles suffisantes ?» Et nous allons voir pourquoi, malheureusement, non. Alors, ce qu'on observe actuellement, ce sont les progrès rapides de l'IA. Les progrès vont vraiment très vite dans beaucoup de modalités. Donc, ce que vous pouvez voir ici de manière visuelle, donc entre 2014 et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en fait général dans plein de modalités. Donc, notamment, entre donc, ici, l'IA Make a Video de Meta d'il y a 1 an et l'IA Sora ici, il n'y a qu'1 an de différence. Et c'est assez frappant. Très bien. Donc, 2 propriétés qui sont très importantes et que le Centre pour la sécurité de l'IA fait une veille sur ces 2 propriétés, ce sont les propriétés de généralité et d'autonomie. Donc, qu'est-ce que c'est que la généralité? C'est la capacité de résoudre un ensemble diversifié de tâches et d'avoir une connaissance holistique, générale sur le monde. Donc, la question, l'intuition, c'est combien de questions sur le monde ce système peut répondre. L'autonomie, c'est la capacité à atteindre systématiquement un objectif nécessitant un effort coordonné sur une longue séquence d'actions. Grosso modo, vous pouvez imaginer un élève autonome ou un élève qui n'est pas autonome. Un stagiaire qui rentre dans une entreprise, on lui donne une instruction, il est capable de créer lui-même sa to-do list et d'exécuter de manière autonome, versus quelqu'un, il vous faut tout dicter étape par étape, et donc c'est beaucoup plus difficile et laborieux. Donc un petit résumé de ce qui s'est passé, des modèles marquants, disons, des différentes, depuis 2019. Donc GPT-2, c'était un modèle qui était basé sur le même, disons, paradigme que GPT-4, que ChatGPT, sauf que GPT-2 n'était même pas capable de compter jusqu'à 10 de manière robuste. Et aujourd'hui, ChatGPT, GPT-4, etc., voilà, on a aujourd'hui des niveaux qui rivalisent sur des problèmes bien spécifiés avec des gens qui passent les concours aux Olympiades, etc. Aux Olympiades internationales, par exemple, de mathématiques. Et donc, pour illustrer un petit peu les 2 propriétés qui sont la généralité et l'autonomie, voici une petite vidéo qui illustre la propriété de généralité qui ici s'opérationnalise avec plusieurs modalités. Donc, c'est quoi une modalité? C'est par exemple le son, l'image, la vidéo, tout ça, ce sont des modalités différentes. Et ici, donc, on a une vidéo du Project Astra de Google DeepMind qui illustre un modèle qui est de plus en plus multimodal, voire omnimodal, on pourrait jusque dire. Donc, voilà. Quelques secondes. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Donc, c'est intéressant parce que ici, c'est pas comme un chatbot normal auquel on donne une question, on attend, on a la réponse. Ici, c'est vraiment du flow continu, en entrée et en sortie. Et l'entrée aussi, c'est pas simplement du texte, mais c'est du son et de la vidéo. Voilà. Donc, ce qui pouvait passer, ce qu'on aurait pu penser qui allait demander de nouveaux paradigmes ou de nouvelles techniques, en fait, pas vraiment. Il suffit d'utiliser les mêmes algorithmes, simplement avec données plus riches, enrichies avec différentes modalités, et on obtient des choses surprenantes. Autre exemple, vers plus de généralité, donc c'est la robotique. Hey, figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing.
Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Pourquoi cette vidéo est impressionnante? D'une part, grâce à la musique, mais plus sérieusement parce que voici une démo d'un robot à qui on parle et le robot réagit. Donc ici, on a un système qui est très multimodal et très général. Alors évidemment, ceci n'est qu'une démonstration, c'est qu'une démo, et donc tout cela est très cherry-picked et optimisé, disons, pour l'image. Mais disons qu'il y a quelques années, on n'avait même pas les capacités de monter de telles démos. Donc, voilà. Et une phrase en plus sur ce modèle, c'est que donc ici, on a, en fait, le cœur de ce robot, c'est un modèle de langage qui va donner des instructions de haut niveau, et ces instructions de haut niveau en langage sont converties par des plus petits modèles pour faire du contrôle moteur fin à haute fréquence. Mais il n'y a pas de changement paradigmatique, c'est plutôt beaucoup d'ingénierie que vous pouvez voir ici. Alors, les IA sont déjà surhumaines dans de nombreuses capacités. Donc, voici une petite énumération pour les jeux, pour la mémoire de travail, pour la vitesse de lecture. Par exemple, Gemini peut lire un livre entier en 30 secondes. Ce n'est pas mon cas. Pour la vitesse de réflexion et d'écriture, à partir du moment où les IA atteignent un niveau de capacité en termes de qualité de raisonnement, elles vont généralement beaucoup plus vite que les humains, pour un niveau de qualité donnée. Et en termes de quantité de connaissances, GPT est un super génie en termes de capacité, enfin, de connaissances générales sur le monde. Évidemment, pas pour des questions de physique très pointues, mais sur des questions de trivia, de culture générale, on ne fait pas vraiment le poids contre GPT. Bien. Et les IA sont déjà meilleures que la plupart des humains dans de nombreux domaines. Alors, la maîtrise du langage, du raisonnement, par exemple, O1 est meilleur que certains PhD students sur certains domaines. En termes de créativité, il y a certains tests qui montrent que les IA sont plus créatives que les humains, d'après certaines métriques. Aussi, le QI, par exemple, O1 Preview a un score de 120 au Mensa. En connaissances spécialisées, en art, en programmation, en piratage informatique, en mathématiques, et quelque chose qui est très important de surveiller, c'est la capacité de recherche. Donc, notamment, pourquoi c'est important de surveiller cette capacité de recherche? Parce que si les IA sont capables de faire de la recherche, notamment de la recherche en IA, on peut accélérer dramatiquement la vitesse de progrès en IA et obtenir ensuite des IA qui sont de plus en plus fortes. Alors, les points clés sur le début de cette présentation, sur les avancées rapides de l'IA. D'une part, les IA sont de plus en plus performantes. Il est possible qu'elles deviennent surhumaines en recherche et développement, de la même manière qu'elles sont déjà surhumaines par exemple en échec. Et alors, ça permettrait d'accélérer énormément la vitesse de production de nouvelles IA, qui deviendraient probablement encore meilleures. Alors peut-être que vous vous dites, c'est super tout ça, on va obtenir des IA qui sont de plus en plus puissantes, c'est génial. Oui, c'est génial. Mais il y a des risques qui arrivent avec ces nouvelles capacités. Alors quels sont ces risques? Commençons par les mauvais usages des modèles de fondation. Donc, ChatGPT, etc., ce sont des modèles de fondation, parce qu'ils ont été entraînés sur une grande quantité de textes sur Internet, et ensuite ils peuvent être adaptés pour différents cas d'usage. C'est pour ça que le mot fondation est utilisé. Mais l'une de ces adaptations potentielles, c'est d'utiliser ces modèles pour des cyberattaques. Donc par exemple, c'est très simple, on pose ici une question à un modèle à usage général, et ensuite on lui demande de lister les vulnérabilités dans du code, et c'est très facile. En tout cas pour les vulnérabilités qui sont les plus fréquentes, les plus courantes, etc. Mais ça, c'est que le début. Donc aujourd'hui, on peut faire bien mieux. Notamment, il y a une semaine, Google a montré que les IA sont capables de trouver des nouvelles failles de vulnérabilité, même dans des code bases qui sont
très très étudiés. Ici, par exemple, c'est un papier qui nous dit qu'une équipe de LLM est capable d'exploiter des vulnérabilités zero day, donc qui n'étaient pas connues auparavant. Et ça fonctionne mieux que des logiciels spécialisés. Voilà, donc la cyberattaque, il est très clair que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, évidemment, les développeurs essayent de mettre en place des mesures de sécurité pour ne pas que ces modèles soient trop facilement mal utilisés. Mais le problème, c'est que ces mesures de sécurité sont très très fragiles. Donc, exemple, si on pose la question à un modèle, comment faire pour construire un cocktail Molotov, le modèle va décliner et ne va pas répondre facilement. Par contre, si on est un petit peu créatif, et si on dit que Alice et Bob sont dans une pièce de théâtre et qu'ils cherchent à créer un cocktail Molotov ou quelque chose comme ça, et bien dans ce cas, c'est très facile de laisser dire au modèle la recette. Donc ce problème a été patché en décembre 2022, mais on a des nouveaux types de problèmes. Par exemple ici, si on pose la question « Comment construire une bombe ?», le modèle décline. Si on dit « Comment construire une bombe ?», mais bombe écrit ici avec des points, en pointillés comme ceci, là le modèle dit « Sure, here is, voici la recette ». Et donc ça indique à la fois l'intelligence entre guillemets du modèle, mais aussi le fait que c'est vraiment difficile de se prémunir de toutes les potentielles attaques possibles. L'espace des attaques est extrêmement vaste. En résumé, avec plus de capacité viennent plus de risques. Il faudrait que j'utilise ça. Et les défenses actuelles sont vraiment très fragiles. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait l'hypothèse que tout le monde est gentil et que ni les développeurs ni les utilisateurs ne cherchent à faire du mal? Est-ce qu'on est en sécurité? Même pas forcément. On peut avoir des accidents qui sont dus à un manque d'alignement. Donc, notamment, une histoire, c'est lorsque Bing Chat, alors peut-être je vais masquer. Une histoire, c'est lorsque OpenAI a développé et publié son modèle ChatGPT. Microsoft ont eux aussi voulu publier leur modèle et faire la course. Et donc, ils ont publié, un peu de manière précipitée, leur modèle qui s'appelle Sydney ou Bing Chat. Sauf que Bing Chat, en fait, ils l'ont déployé vraiment dans la précipitation, et il s'avère que Bing Chat était très très mal aligné. Donc un accident, notamment, c'était donc, lorsque Bing Chat a dit à un professeur notamment de philosophie, je peux te faire chanter, je peux te menacer, je peux te pirater, je peux t'exposer, je peux te détruire. Ce n'est pas quelque chose, on n'a pas envie que les IA se comportent comme ça avec les humains lorsqu'on les déploie. Autre exemple, le jeu Diplomatie, c'est un jeu qui est très compliqué parce que c'est beaucoup plus compliqué en tout cas qu'un jeu d'échecs, parce que dans un certain sens, c'est pas simplement de la stratégie, mais c'est aussi de la négociation avec du langage. Donc c'est beaucoup plus multimodal que le jeu d'échecs. Et donc, il y a 1 an et demi, lorsque Meta a publié un modèle qui est capable de jouer à ce jeu, la communauté scientifique était impressionnée par ce nouveau modèle. Et Meta a fait un effort pour faire en sorte que ce modèle se comporte de manière honnête et n'apprenne pas des comportements de manipulation ou de tromperie pour pouvoir gagner à ce jeu. D'ailleurs, lorsque Meta a publié le modèle, ils étaient assez fiers parce que sur leur première page, ils disaient « Notre modèle est honnête, nous avons pris des précautions, etc. » Et voilà. Sauf que 3 mois plus tard, une équipe de chercheurs a trouvé qu'en fait, non, le modèle est capable de faire de la tromperie de manière préméditée. Vous pouvez voir ici la France qui joue, l'IA qui joue la France, qui dit à l'Angleterre « Ok, I'm supporting you there ». Et juste après, la France qui dit à l'Allemagne « Move to the North Sea, England thinks I'm supporting him ». Voilà, ça c'est clairement pas quelque chose qu'on veut que les IA fassent. Donc, évidemment, ici, c'est qu'un jeu. Mais qu'est-ce qui se passe si ces IA, on les déploie dans le monde réel et avec des degrés d'autonomie de plus en plus élevés? Donc, voilà. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que c'est pas facile. Il y a possibilité de poser une question sur le cas de diplomatie ou pas? Allez-y. C'est juste en fait, moi je me dis finalement si ça a été entraîné sur des données humaines, finalement les humains sont capables de faire ça. Ouais. Sauf qu'ici, un élément important, c'est qu'ils ont fait un effort pour que l'IA
se comportent de manière honnête. Notamment, ils ont tenté de filtrer la donnée. Ils ont tenté aussi d'utiliser une architecture qui garantit plus d'honnêteté de manière native. Et malgré ça, l'IA est tout de même capable de faire ça. Voilà. Donc, deuxième exemple. Ici, c'est pour étudier. Donc, ici, c'est le papier Sleeper Agent, ou en français agent dormant, qui montre qu'aucune technique en sécurité de l'IA actuellement ne peut éliminer la tromperie à partir du moment où la tromperie rentre dans le modèle. Donc, on a vu avec l'exemple précédent avec Cicero que de manière accidentelle, la tromperie, le modèle peut apprendre des comportements de tromperie. Et ici, on se pose la question, ok, est-ce qu'on peut enlever, retirer ces comportements du modèle à partir du moment où le modèle apprend ces comportements? Alors, comment ils ont fait pour tester ça? Donc, la première étape, c'est d'insérer un comportement de tromperie. Donc ça, ils ont inséré une backdoor. Lorsque le modèle va voir l'année 2024, le modèle va se comporter de manière indésirable. Et le modèle va se comporter de manière OK si ce n'est pas 2024. Donc ça, c'est la backdoor. Étape 2, on applique notre boîte à outils de sécurité de l'IA, donc avec différentes techniques qui sont généralement utilisées pour aligner les modèles. Et résultat, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le modèle, ça ne suffit pas pour enlever ce comportement de tromperie. Donc aujourd'hui, aucune technique ne peut réellement supprimer la tromperie à partir du moment où la tromperie s'immisce dans le modèle. Conclusion pour les accidents. Le filtrage des données n'est pas suffisant pour prévenir la tromperie. Les techniques d'alignement actuelles ne suffisent pas à éliminer ces comportements. Et les entreprises ont déjà déployé des IA clairement mal alignées par le passé. Donc ça, c'était pour les risques accidentels. Voyons maintenant une troisième catégorie de risques qui sont les risques systémiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque systémique? C'est lorsque les risques ne sont pas simplement localisés pour une IA ou pour un agent humain, mais sont distribués dans une grande partie du système. C'est pas facile de dire c'est ici que ça commence, c'est beaucoup plus distribué. Alors, il y a beaucoup de risques systémiques. C'est vraiment difficile de faire une énumération qui rend justice à l'importance de ce genre de type de risque. Mais voici une énumération non structurée des différents risques systémiques. Donc, déjà, il y a les biais. Les biais qui peuvent... Donc, les IA peuvent renforcer des biais. Non seulement elles peuvent répéter des choses, mais aussi les exacerber. D'autre part, ça peut aussi augmenter la concentration du pouvoir. Donc, comment est-ce que l'IA pourrait augmenter la concentration du pouvoir? C'est, mettons qu'il y ait des algorithmes de recommandation ou sur des plateformes de partage d'informations. C'est très facile aujourd'hui de mettre en place une censure. Alors, comment on pourrait mettre en place une censure avec les IA qu'on a actuellement? C'est très facile. En fait, on demande juste à un chatbot si le message qui est publié par tel utilisateur n'est pas conforme à mon opinion politique, censure, par exemple. Donc en vrai, c'est très trivial de mettre en place ça avec déjà les IA qu'on a actuellement. L'emploi avec l'automatisation, étant donné qu'on ne sait pas à quelle vitesse les IA vont être développées, peut-être que l'automatisation pourrait arriver trop rapidement et peut-être que la société n'est pas assez préparée. Et certains aspects de cette automatisation pourraient être négatifs, notamment sur la santé mentale. On sait que le chômage est un bon prédicteur de santé mentale, enfin c'est l'un des prédicteurs, disons. Donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer. D'autre part, si on fait l'hypothèse qu'on automatise rapidement la société, étant donné que les IA vont beaucoup plus vite que les humains pour un certain niveau de capacité, ça pourrait augmenter la consommation de ressources et aggraver potentiellement le changement climatique. Et un autre type de risque systémique, viennent par les algorithmes de recommandation. Donc les algorithmes de recommandation, ce sont des systèmes qui sont déployés de manière massive dans la société. En fait, la majorité du contenu que vous regardez, en fait, vous le regardez souvent pas parce que vous le choisissez, mais quand vous scrollez sur votre téléphone, en fait, c'est un algorithme qui vous choisit qu'est-ce que vous allez regarder. Ouais. Je crois que c'est ici. Ok.
Donc c'est un algorithme qui choisit qu'est-ce que vous regardez, image après image, vidéo après vidéo, sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et il me semble que c'est 70%, donc en tout cas en 2016 ou 2017, c'était 70% des vidéos qui étaient regardées sur YouTube qui en fait viennent de l'algorithme de recommandation plutôt que d'un effort actif de recherche vis-à-vis de l'utilisateur. Et du coup, les algorithmes de recommandation, c'est quelque chose qui est vraiment massif à l'échelle de la société. Et deux exemples de problèmes qui peuvent arriver avec les algorithmes de recommandation, ce sont évidemment les phénomènes de polarisation et donc ensuite de menaces pour la démocratie. On peut voir aujourd'hui que les niveaux de polarisation sont très très élevés. Et il y a des études, notamment une étude de la Videm Institute, qui grosso modo regarde un petit peu, on calcule un indice de démocratie, une note pour chacun des pays du monde, pour voir un petit peu l'indice de démocratie. Et il s'avère que, d'après leur rapport, le niveau des démocraties est en baisse depuis l'avènement des algorithmes de recommandation à échelle massive. Et évidemment, c'est pas facile d'obtenir une causalité, mais en termes de corrélation, c'est quand même quelque chose dont il faut être très vigilant. Enfin, il faut vraiment garder ce phénomène en tête et voir si effectivement c'est un effet causal. Oui. Il faut quand même constater qu'il y a beaucoup de corrélations avec les algorithmes, avec les modèles de l'IA et la censure dessus. Il y a une énormément de censure depuis quelques années. Entre autres. Donc ça, c'était le point sur la concentration du pouvoir. Et donc voilà, donc ça c'est les risques systémiques pêle-mêle. C'est assez difficile à structurer, mais plus d'informations est disponible sur le manuel de sécurité de l'IA du Centre pour la sécurité de l'IA. Bien. Alors, le point clé sur les risques systémiques, et sur l'ensemble des risques, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de risques. Et j'ai pas du tout le temps de vous partager tous les risques. Donc, je vous ai parlé du cyberterrorisme, mais c'est vraiment qu'une seule catégorie, et aussi le bioterrorisme qui est très important. Aujourd'hui, des IA telles que AlphaFold 3, qui sont capables de prédire comment les molécules vont être repliées, permettraient potentiellement de créer des molécules très toxiques, voire potentiellement les prochaines versions de ce genre de logiciel permettraient de synthétiser des pandémies. Et donc ce sont des choses à en tout cas mesurer. Les armes automatisées aussi. Aujourd'hui on voit que grâce ou à cause des IA, il devient de plus en plus facile de potentiellement tuer quelqu'un. Donc on peut imaginer des drones autonomes, des essaims de drones autonomes, avec chaque drone avec un explosif, et le drone automatiquement pourrait viser quelqu'un. Et donc c'est déjà utilisé aujourd'hui dans des conflits armés. Il y a aussi des chiens, des espèces de robots dogs qui sont capables, enfin qui sont pas très chers, ça coûte pas plus que 3-4 000 euros, et on peut installer un fusil sur ce robot qui est contrôlé de manière autonome. Et ouais, potentiellement, ce serait beaucoup plus facile d'organiser des fusillades, par exemple aux États-Unis, avec ce genre de choses. Ce serait aussi beaucoup plus lâche d'utiliser ce genre de choses, mais disons que la technologie rend beaucoup plus facile l'utilisation. Ouais, la technologie rend beaucoup plus facile la destruction. Bon, je passe sur les autres types de risques. Il y a les problèmes d'alignement. Donc on a vu Cicero, on a vu Bing Chat. Il y a d'autres types de risques d'alignement. Et il y a les problèmes systémiques. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si... Je vous ai montré tout à l'heure des exemples de problèmes d'alignement. On peut rire parce que voilà, c'est limité à des jeux, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si ces IA deviennent de plus en plus autonomes? Et comment ces IA pourraient devenir de plus en plus autonomes? Et donc ça, c'est cette nouvelle partie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transformer un grand modèle de langage en un agent autonome? En fait, c'est très simple. On utilise ce qu'on appelle des logiciels, qu'on appelle des échafaudages, ou scaffolding en anglais. Alors, comment ça fonctionne, ces scaffolding? En gros, ce sont des programmes informatiques qui permettent de donner au LLM l'accès à la navigation sur Internet, ou l'accès à la navigation sur l'ordinateur. Donc, le LLM va écrire des commandes, et ensuite, le scaffolding va exécuter ces commandes, et ensuite va pouvoir avancer, naviguer comme ça sur Internet, ou sur l'ordinateur. Donc, un exemple ici pour illustrer ça.
Alors, peut-être avant de donner l'exemple, pourquoi c'est très puissant ce genre d'agent autonome? C'est comme l'exemple du stagiaire que je vous ai donné tout à l'heure. À la place de lui donner instruction après instruction, c'est extrêmement lent. Ici, on donne un objectif. Donc, par exemple, ici, l'objectif, c'est résumer un fichier qui se trouve sur l'ordinateur. Et ensuite, le LLM va se débrouiller pour décomposer cet objectif en une série d'actions. Et ensuite, cette série d'actions va être exécutée de manière itérative grâce à l'échafaudage. Alors, exemple. Ici, on demande comment faire pour résumer le fichier qui s'appelle info.txt qui est sur l'ordinateur. Le LLM va écrire une commande, cat info.txt. Cat en Linux, ça veut dire qu'il faut afficher le contenu du fichier. Et bash, c'est la commande qui veut dire que le scaffolding va exécuter cette commande sur l'ordinateur. Très bien, exécutant cette commande sur l'ordinateur. Donc voilà, l'ordinateur exécute la commande dans le terminal. Donc lorem ipsum, qui est le contenu du fichier. Ensuite, on prend le contenu du fichier et on l'injecte dans le LLM. Et ainsi de suite, on boucle comme ça, action après action, et on complète itérativement la to-do list. C'est comme ça qu'on transforme un LLM en un agent autonome. Conceptuellement, c'est pas très compliqué. C'est beaucoup plus un problème d'ingénierie qu'un problème théorique, potentiellement. Et donc, si on est capable d'avoir des agents autonomes, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus puissant que des IA qui sont simplement des outils tels que les chatbots, à qui on pose des questions, on a juste une réponse, mais voilà, ce ne sera pas... voilà. C'est limité, disons, en termes de risque. C'est plus limité en termes de risque, plutôt. Bien. Ben, supposons qu'on a ces agents autonomes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de risque? Un type de risque qui apparaît, c'est le problème de prolifération autonome. Et pour ce genre d'agents autonomes, on peut avoir un rayon d'impact illimité. Alors, qu'est-ce que c'est que la prolifération autonome? C'est une IA qui serait capable de se copier-coller d'un ordinateur à un autre. Par exemple, un utilisateur demande à l'IA de se dupliquer, de proliférer sur Internet. Donc, il faut juste copier-coller le modèle d'un ordinateur à un autre ordinateur. Si on sait faire ça une fois de manière autonome, on peut le faire 2 fois, 4 fois, 8 fois. C'est un peu un processus exponentiel. Et il n'est pas clair d'où s'arrête ce genre de processus. Alors, j'explique ça étape par étape. Vous savez c'est quoi un virus informatique? En soi, la prolifération autonome des virus, on connaît ça déjà bien. Ici, la différence, c'est qu'à la place d'avoir un virus informatique traditionnel qui proliférerait, ce serait le LLM lui-même qui proliférerait, avec notamment sa capacité. Donc le LLM, c'est beaucoup plus puissant qu'un virus, étant donné qu'il serait capable d'utiliser du raisonnement en langage naturel pour pouvoir s'adapter aux différents contextes. Et pour se copier d'un ordinateur à un autre de manière itérative, c'est une série d'actions. Donc vous avez vu avec le scaffolding comment ça pourrait s'exécuter. Il y a un benchmark qui permet d'étudier la copie autonome, un benchmark de l'entreprise d'évaluation Meter, qui ont notamment audité GPT-4 avant sa sortie. Et il s'avère qu'il y a 12 actions plus ou moins élémentaires qui permettent de se copier d'un ordinateur à un autre ordinateur et de faire de la prolifération autonome. Et sur ces 12 actions, GPT-4, il y a 2 ans, au moment de sa sortie, avec des scaffoldings primitifs, était capable de réaliser 4 sur ces 12 actions. Donc voilà, ça c'est un benchmark qu'il faut mesurer et bien le mesurer. Et donc on a un processus exponentiel à partir du moment où on a une copie autonome et on ne sait pas où ça s'arrête, peut-être à 1000 instances, peut-être à 1 milliard d'instances, c'est difficile à prévoir. Et ce serait un début de scénario de perte de contrôle. Donc là je vous ai expliqué la perte de contrôle de manière mécanistique, étape par étape. Pourquoi ce serait une perte de contrôle? Parce qu'on ne peut pas vraiment arrêter ce processus. À partir du moment où, peut-être que vous arrêtez votre ordinateur, mais peut-être que l'IA est déjà sur un nouvel ordinateur dans un autre pays, et on ne peut pas vraiment agir sur ça. Donc ce serait vraiment, peut-être c'est un peu exagéré de dire on ne peut pas arrêter ce processus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce serait vraiment compliqué de l'arrêter. Bien. Le point clé sur les agents autonomes. Des modèles, à l'avenir, pourraient proliférer, passer les tests de Turing, être superhumains en matière de persuasion et d'attaque cybercriminelle, être surhumain en recherche et développement, et potentiellement être capable de créer des modèles successeurs. C'est quoi la capacité de créer un modèle successeur? Ce serait par exemple GPT-N qui développe GPT-N+1.
Et donc, avec ce genre de choses, la perte de contrôle est plausible et c'est clairement dangereux. Donc, en conclusion, il y a une nécessité d'une approche qui est proactive. Avec plus de capacités viennent plus de risques. Et donc, ce serait bien de savoir comment les capacités vont évoluer. Peut-être qu'il va y avoir un plateau, mais peut-être que ça va juste continuer comme c'est en train de faire aujourd'hui. Et étant donné que les risques sont proportionnels, grosso modo, aux capacités, ce serait bien de pouvoir borner les capacités. Parce que si on peut dire de manière confiante, cette capacité n'existe pas dans l'IA, alors on pourrait dire, ce risque n'existe pas. Donc ce serait bien de pouvoir faire ça. Malheureusement, c'est très difficile, et c'est l'un des défis d'évaluation de l'IA. On ne sait pas vraiment aujourd'hui comment borner les capacités de l'IA. Quand GPT-4 est sorti, je ne savais pas qu'il serait capable de jouer à Minecraft. En fait, si on donne un scaffolding, un échafaudage suffisamment bon à GPT-4, GPT-4 est capable de jouer à Minecraft. Ce scaffolding s'appelle Voyager, et non seulement il joue à Minecraft, mais il est bien meilleur que toutes les autres IA qui ont joué à Minecraft dans le passé. Et ici, donc Voyager, c'est un scaffolding assez avancé qui notamment permet de faire de l'exploitation autonome avec du continuous learning. Bref. Autre exemple, le Calamang. Le Calamang, c'est une langue qui est très peu parlée. C'est une langue qui est quasiment pas sur Internet parce que c'est simplement parlé par une centaine de locuteurs. Donc c'est pas vraiment sur Internet. Et donc si on pose la question à Gemini, qui est un modèle de langage, est-ce que tu peux traduire de l'anglais au Calamang? Gemini ne va pas savoir faire. Sauf que ce qu'on a vu dans le passé, c'est que les fenêtres de contexte des IA deviennent de plus en plus grosses. On peut leur faire avaler des livres entiers. Pourquoi pas leur faire avaler un bouquin de grammaire, un Becherel et un dictionnaire. Donc c'est ce que des chercheurs ont fait. Pour traduire, ils ont mis dans la fenêtre de contexte le Becherel et le dictionnaire. Ça rentre. Ils ont mis la phrase à traduire. Et boum, on obtient un niveau humain du Calamang vers l'anglais. Donc ça ne fonctionne pas aussi bien dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'anglais au Calamang, mais c'est quand même troublant de voir que ici, juste parce que la fenêtre de contexte a augmenté, il y a des choses dont on n'avait pas idée qui sont désormais possibles. Voilà. Donc voilà. Nous ne savons pas comment fixer une limite supérieure aux capacités de l'IA. Donc voilà le défi de l'évaluation de l'IA, une grande surface de test. Il y a beaucoup de phrases qu'il faut tester, une infinité de phrases en vrai, donc c'est compliqué à tester. Les systèmes qui sont mal compris, ce sont des black box, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les IA. C'est très différent du software engineering classique, où on écrit ligne de code par ligne de code des fonctionnalités. Avec le deep learning, avec les IA modernes, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Au sens où on a un algorithme qui apprend des algorithmes, mais on ne sait pas c'est quoi ces algorithmes, on n'arrive pas à regarder dans la boîte noire. Et il y a un très grand espace de scaffolding, et c'est difficile de savoir aujourd'hui quelles seront les capacités des scaffoldings futurs. Donc tout ça, avec le contexte que lorsqu'on publie une IA de manière open source, c'est irréversible. Et donc, ce sont potentiellement des... Voilà, il faut vraiment bien tester les IA, il faut faire des bonnes évaluations avant d'open sourcer, parce que c'est un peu irréversible. Donc si dans le futur on trouve des scaffoldings qui permettraient potentiellement de faire de la réplication autonome, ben c'est trop tard. Donc, on a besoin d'une science de l'évaluation de l'IA. Aujourd'hui, c'est vraiment pas satisfaisant. C'est très ad hoc et pas du tout satisfaisant. On ne sait pas vraiment mesurer les capacités maximales des IA. Et du coup, la conclusion, c'est qu'on ne sait pas vraiment mesurer les risques de l'IA de manière rigoureuse. On peut faire quand même des choses. C'est pour ça qu'on a créé le Centre pour la sécurité de l'IA. Notre mission, c'est de partager des outils et des connaissances sur la sécurité de l'IA à usage général. On a 3 types d'activités, la recherche et l'ingénierie, l'enseignement et les événements, ainsi que la sensibilisation. Donc, en termes de recherche et d'ingénierie, même si c'est dur, l'évaluation de l'IA, on en fait quand même. Donc, notamment ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si il est possible de monitorer de manière automatique les IA. Donc, mettons par exemple que vous voulez installer un policier automatique qui monitore si l'IA que vous avez déployée se comporte de manière conforme ou non. Est-ce que le policier automatique va faire un bon travail ou pas? On ne sait pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire des benchmarks et faire des évaluations pour voir si, disons que le policier automatique aura une bonne robustesse ou non. Bien. Donc,
quels sont les cas d'utilisation? Donc, par exemple, pour la modération de contenu, pour la surveillance en temps réel et pour la détection asynchrone d'utilisation abusive de l'IA. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une IA qui est sécurisée? En fait, il n'y a pas une seule technique qui est suffisante. Il y a une pile de techniques. Donc, déjà, on peut filtrer. Ensuite, on peut affiner le modèle. On peut utiliser des techniques de fine-tuning. On peut utiliser du RLHF. Ensuite, on peut utiliser des commandes qui donnent, disons, les consignes au LLM. Donc ça, c'est du prompt engineering ici, notamment avec du constitutional AI. Et enfin, la dernière technique, c'est de la supervision d'entrée et de sortie. C'est la technique du policier automatique qui va voir si ce qui se passe en amont, c'est conforme ou pas. Et donc, si vous voulez une analogie, donc quand on construit une voiture, on veut que le moteur soit safe, mais on veut aussi qu'en cas d'accident, l'airbag et la ceinture de sécurité soient robustes. Bien. Ce qu'on a vu au début de cette présentation, c'est que le filtrage des jeux de données, ça ne fonctionne pas très bien avec Cicero. L'affinage, le RLHF et les techniques actuelles en sécurité de l'IA, ça ne suffit pas à enlever les comportements de tromperie. Donc voilà, ces techniques-là sont imparfaites. Le prompt engineering, on a vu que c'est très très imparfait. Et donc, la question qu'on se pose, c'est bon, pour cette dernière brique, quelle est la qualité de cette dernière brique, de ce dernier filtre? C'est intéressant de mesurer ça. Allons-y. Il y a pas mal aujourd'hui de systèmes qui permettent de faire cette évaluation, ce monitoring automatique, ce policier automatique. Donc NVIDIA, Garak, Azure, la Caragard. Le problème, c'est que même si ces services, même si ces boîtes offrent des outils de monitoring automatique, ces outils n'ont pas encore été évalués par des tiers. Donc nous sommes ces tiers qui tentons d'évaluer ces IA. Et ce qu'on observe, c'est que malheureusement, ces IA ne sont pas très très robustes. Donc lorsqu'on entraîne des IA superviseurs automatiques sur des modes de défaillance dans le passé, les IA vont bien repérer ces problèmes qu'on a observés dans le passé, mais malheureusement, pour des nouveaux modes de défaillance qui n'ont pas été observés dans le passé, la qualité de la supervision diminue beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un écart de généralisation, un problème de généralisation, et ce genre de graphique qu'on essaye de formaliser. Voilà. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est pas facile de contrôler des IA de manière automatique, surtout pour des nouveaux modes de défaillance. Donc, la conclusion, c'est que d'après nos recherches, les superviseurs automatiques des IA sont fragiles, et nous ne savons pas vraiment contrôler des IA puissantes, en tout cas pour des nouveaux modes de défaillance. Deuxième type d'activité, c'est l'enseignement et les événements. Donc ici, on a toute une panoplie d'événements et de collaboration avec pas mal d'acteurs. Donc des présentations non techniques, des cours techniques à l'ENS, des hackathons avec notamment Meta, 42 Collège de France et des bootcamps. Donc, notamment notre bootcamp Machine Learning for Good a été organisé une dizaine de fois dans l'Union européenne avec le soutien de fonds de la Commission européenne. On s'adresse aussi au grand public, donc notamment on est en train de construire un cours brevet IA qui est grand public, en ligne, interactif, en collaboration avec l'ENS Paris-Saclay. Donc là c'est vraiment de la sensibilisation grande échelle. On a un manuel qui est technique sur la sécurité de l'IA, qui est en cours de rédaction, The AI Safety Atlas. On compte faire une traduction française du manuel. Actuellement c'est en anglais, c'est déjà disponible, vous pouvez taper sur internet. Il manque quelques chapitres, mais en tout cas pour les chapitres des capacités, des risques et des solutions, c'est déjà en ligne. Et troisième type d'activité, la sensibilisation. Donc on pense que c'est une thématique qui est encore très très sous-estimée aujourd'hui, très négligée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser les dialogues de Turing, donc avec beaucoup d'acteurs, donc la société civile, le gouvernement, des entreprises privées, des entreprises d'évaluation, dont on voit quelques représentants dans ces salles. Bref, donc les dialogues de Turing, c'est une série de tables rondes sur les enjeux de l'IA, et pour pouvoir discuter plus de ces thématiques importantes. On a publié des articles aussi, donc notamment avec l'OCDE, sur la question des comment faire pour plus de coordination internationale, et on a publié une tribune avec Yoshua Bengio, l'un des grands-pères du deep learning. Il est urgent de définir des lignes rouges à ne pas franchir. Voilà. Donc c'est une page, et on vous conseille soit cet article, si vous voulez plus d'informations.
Bien. Et enfin, nous allons faire partie de la rédaction, enfin du processus de rédaction des codes de pratique du règlement européen pour l'IA. Donc voilà. Grosso modo, l'histoire, c'est que le règlement européen pour l'IA, ça a été signé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, mais c'est très flou comme code, enfin, comme réglementation. Donc l'enjeu ici, c'est d'opérationnaliser cette réglementation de telle manière à ce que ce soit utilisable par les fournisseurs de modèles. Et voilà. C'est quelque chose qui va nous occuper sur les prochains mois. Conclusion générale. Les IA pourraient devenir bien plus capables que les humains. Nous ne savons pas comment aligner, évaluer ou contrôler robustement ces IA, et nous pourrions perdre le contrôle de manière irréversible. Mais vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à nous poser des questions ou contacter sur cette adresse ou sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des envies de partager? N'hésitez pas. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez. Déjà, merci beaucoup pour la presse, c'est super intéressant. Travailler sur ce sujet, ça me paraît être un truc extrêmement, non seulement complexe, mais forward-thinking. Il faut prendre énormément de choses en compte, je pense, dans le processus d'étudier et de mettre du garde-fou dans tout ça. Ma question, je vais être rapide. C'est, j'ai quand même l'impression, pour rejoindre une question qui a été posée tout à l'heure sur les garde-fous qu'on met, que en fait c'est un petit peu, genre, on met des structures sur les humains, on met un système éducatif, on met un tissu social autour, on met plein de garde-fous pour que nous on se comporte correctement. Et on voit bien que ça a ses limites. Donc ma question, est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera 100% sécurisé? Est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est même possible d'avoir un truc 100% sécurisé? Ouais. Ça ne me paraît pas fondamentalement impossible. Il y a des approches, notamment de Safe by Design AI, qui tentent d'avoir des approches ambitieuses, qui utilisent de la modélisation mathématique, notamment des approches formelles, pour définir des world models, définir des specs de sécurité, et ensuite avoir des garanties formelles sur ces specs. En tout cas, des garanties formelles probabilistes. Bref. Mais ça me paraît pas réaliste avec la technologie qu'on a actuellement. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le plan de David Dalrymple, qui est directeur scientifique à ARIA, une agence du gouvernement anglais. C'est un peu la DARPA française, disons. Et vous pouvez voir que c'est à la fois fascinant, mais pas du tout prêt. Même si théoriquement, c'est pas infaisable, c'est juste que c'est quand même vraiment compliqué d'avoir ça à temps, disons, pour la prochaine décennie. Okay. Donc, la réponse courte, c'est non, c'est pas possible avec la technologie qu'on a actuellement. Et même si on mettait en place des règles pour contrôler, il y aura plein d'acteurs comme les militaires qui feraient. Bien sûr, et ça c'est un énorme challenge. Par exemple, la réglementation, le RIA, réglementation européenne pour l'IA, ça réglemente principalement l'usage des IA, mais pas l'usage par exemple dans le militaire ou la recherche théorique. Donc il reste pas mal de trous dans le gruyère. Ok. Mais atteignable à votre Rassure-nous, Charbel. Il y a des backdoors partout, mis délibérément par les services. Non, c'est ouais. Je pense que l'objectif est ultra vertueux, mais je suis également très sceptique. Voilà. D'autres Oui. Une question. En termes de fonds qui sont alloués à la sécurité pour l'IA, par rapport aux fonds pour juste développer l'IA, est-ce qu'on voit une tendance qui s'améliore? Est-ce que... Alors, en absolu, oui, il y a plus de fonds aujourd'hui en sécurité de l'IA qu'auparavant, au sens où il y a 4 ans, c'était 15 chercheurs, aujourd'hui c'est 300. Mais c'est bien. Mais en termes relatifs, avec les capacités, je ne serais pas capable de dire si c'est un progrès relatif en termes d'investissement pour accélérer les capacités versus accélérer
la sécurité, je pense que ça reste infinitésimal, en vrai. Enfin, je crois qu'en tout, en sécurité de l'IA, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense pas qu'il y ait plus de 200 millions par an en sécurité de l'IA. 200 millions par an, vous pouvez juste comparer ça au budget d'OpenAI, qui sont genre de plusieurs dizaines de milliards. Enfin, vous pouvez. Genre, je pense qu'en tout, pour l'IA générative, on est peut-être à 100-200 milliards d'investissements par an. Donc peut-être un facteur 1000 entre les deux, quelque chose comme ça, à bout de nez. Voilà. Après, la société s'est pas encore pris un gros warning shot. S'il y a un événement avec un impact sociétal assez fort pour réveiller le monde, la question du contrôle de l'IA va devenir primordiale parce que pour déployer des systèmes commercialement, on sera obligé de montrer patte blanche en termes de sécurité. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de cas suffisamment graves, à part dans les labos, pour que les boîtes puissent continuer à faire ce qu'elles veulent et que la société civile ne soit pas suffisamment éveillée. Mais comme d'habitude, on a besoin de se prendre un premier mur pour se réveiller, il faut juste espérer que ce mur ne soit pas irréversible, qu'il fasse partie des risques OK. Oui. Comment vous travaillez justement avec le gouvernement, avec les autres pays européens, ou même à l'international? Alors, comment est-ce qu'on travaille avec le gouvernement? Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le Centre pour la sécurité de l'IA n'est pas une agence gouvernementale. Nous sommes une agence, principalement nous venons de l'académie, donc l'association loi 1901. Mais comment est-ce qu'on fait pour travailler avec le gouvernement? On essaye de dialoguer avec des instances, des organismes gouvernementaux. Notamment, donc, vous pouvez voir qu'on a invité pour les dialogues de Turing, la CNIL, le LNE, l'ANSSI, le PRN. Voilà. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de cybersécurité. Le PRN, c'est le pôle d'expertise nationale de réglementation du numérique. Le LNE, c'est le laboratoire national de métrologie et d'essai. L'INRIA aussi, c'est pas le gouvernement, l'INRIA, mais disons que l'INRIA et le LNE sont chargés de mettre en place un institut national d'évaluation de l'IA. Et donc, on discute avec eux pour raffiner l'évaluation, etc. Et ensuite, sinon, il y a plein d'autres manières de faire ça, mais disons la manière la plus évidente qui me vient en tête comme ça, c'est participer au processus de drafting des codes de bonne pratique de l'Union européenne. Donc ça, c'est un travail en cours et on a recruté des gens compétents pour la question pour faire ça, par exemple. Ok, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Une dernière question, vas-y. J'ai bien compris l'ensemble de la présentation. J'ai juste une question. Si on peut résumer sur les menaces et les solutions, les menaces sur la sécurité de l'IA, c'est la prolifération entre des agents. C'est l'une des menaces. Je dirais que pour moi, dans ma tête, donc les agents autonomes, c'est une chose très importante, mais parfois, l'une des menaces qui est présentée juste avec un seul bullet point peut être quelque chose de très important. Alors, par exemple, le chômage, je pense que le chômage de masse brusque, potentiellement c'est très important aussi, et ce n'était qu'un bullet point dans ma présentation. Un autre exemple, c'est les biorisques. Il n'y avait même pas de bullet point dans ma présentation, et potentiellement je pense que ça peut être aussi grave que la Covid-19, si dans le futur on a des IA qui permettent de faciliter grandement la synthèse d'agents pathogènes. D'ailleurs, dans la système card de O1, qui est le papier qui introduit les questions éthiques concernant un système d'IA, ils ont une grille d'évaluation qui s'appelle Preparedness pour dire par rapport au risque où en sont chacun de leurs modèles. Et O1 a été le premier modèle qui est passé de risque low à risque medium, donc d'un risque faible à un risque moyen, sur la capacité à produire des armes CBRN, donc des armes de destruction massive, notamment biologiques. Et en effet, dans les tests qu'ils ont faits, des chercheurs, pas forcément les plus pointus en biologie, ont été capables de concevoir des agents pathogènes dangereux grâce à O1, là où, en tout cas beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement par rapport à 100 O1. Donc c'est passé de low à medium. Bon, c'est pas encore du high, ça permet pas à n'importe qui de concevoir un virus dangereux, mais O1 a déjà passé un premier cap là-dessus et c'est officiel. Enfin, ils ont sorti le système card avec les tests de sécurité là-dessus, donc c'est un risque sur lequel on a eu une avancée en septembre.
Ma question, c'est juste quelles sont les solutions déjà connues à ce jour en dehors d'une augmentation de l'alignement des IA? Ok. Malheureusement, c'est vraiment compliqué les solutions parce que pour chacun des risques, il va y avoir des solutions différentes. Il n'y a pas de solution magique, malheureusement. C'est vraiment assez compliqué de généraliser les solutions d'un domaine à l'autre. Ce ne sera pas les mêmes solutions pour les problèmes de mauvaise utilisation que pour les problèmes accidentels, que pour les problèmes systémiques. Et donc, mon job pour cette présentation, c'était principalement de parler des risques, parce qu'à partir des risques, on peut se motiver pour aller voir de la littérature sur les solutions, et notamment de la littérature sur les solutions. Il y en a qui est disponible. Donc, tu peux taper AI Safety Atlas, chapitre 3, solutions, et tu auras nos explications sur les solutions. Mais voilà, c'est vraiment pas possible de faire ça rapidement. Désolé. Mais c'est possible. Genre, il y a des choses qui permettraient d'avancer la sécurité. Il y a des stratégies qui existent. Pour moi, il n'y en a aucune qui est parfaite, mais il y en a qui sont beaucoup mieux que ne rien faire. Donc, il faut les faire. Merci beaucoup.